Souvenez-vous, souvenez-vous quand vous étiez élève. Vous souvenez-vous après une mauvaise note, en devoir jugé plutôt médiocre, avoir eu le sentiment que vous pouviez douter de votre intelligence. Vous souvenez-vous avoir dû confronter le regard de quelqu'un qui pouvait évaluer cette intelligence. Avez-vous le souvenir d'avoir lu à l'époque plus loin que la connaissance que vous aviez, d'être face à un obstacle et vous dire ah non, c'est pas pour moi. Faut pas être assez intelligent. Et que ça pourrait durer toute la vie. Qu'est-ce que l'intelligence? Les neurosciences aujourd'hui nous apprennent énormément de choses sur la connaissance du cerveau, même si nous avions encore beaucoup à apprendre. Étonnamment, nous restons plutôt sourds et aveugles aux avancées des neurosciences, au développement du cerveau et de l'intelligence. J'ai connu un petit garçon. Ce petit garçon est né avec une souffrance fœtale. Une partie de son cerveau a été détruite. Et lorsqu'il est né, ses parents ont entendu cette chose assez terrible, on disait avant, et que peut-être on dit encore aujourd'hui. Ils ont entendu que cet enfant était un enfant légume, et que peut-être il allait se développer comme un légume. Ses parents ont ramené ce bébé à la maison, ils l'ont aimé comme les deux autres petits garçons. Ce petit garçon était allé à l'école. Il a appris des choses. Il a besoin de temps, sans doute de beaucoup plus de temps, pour comprendre ce que les autres apprenaient plutôt rapidement. Alors il a souffert psychologiquement à cause du regard que l'on portait sur lui. Sur son handicap d'un enfant IMC, infirme moteur cérébral. Il est un fauteuil roulant. Il a souffert physiquement aussi, parce qu'il a fallu l'opérer. Il souffrait d'une atrophie musculaire. Il s'est battu longtemps. Il a réussi à passer son bac. Florent est aujourd'hui titulaire d'une licence. Il est parfaitement autonome. Il a un travail. C'est un jeune homme heureux aujourd'hui. Est-ce que ce petit bonhomme aurait pu s'en sortir aussi bien s'il n'avait pas eu le soutien de ses parents, de ses soignants, de ses enseignants? C'est une question qui restera sans réponse aujourd'hui. J'ai connu une petite fille aussi. Cette petite fille ne comprenait pas que les mots avaient du sens. Et les mots les uns après les autres formaient des phrases, et que ces phrases déterminent le monde dans lequel elle vivait. Vous pouvez lui expliquer le monde dans lequel elle vivait. Quand j'étais jeune cognitiviste, alors un cognitiviste, c'est quelqu'un qui travaille sur le cerveau d'une situation d'apprentissage. C'est quelqu'un qui va travailler sur la mémoire, sur le langage, sur l'attention, sur les fonctions qui vont permettre à une personne d'apprendre. Et donc, quand j'étais jeune cognitiviste, je me disais que les enfants dont ils avaient les charges avaient de très belles potentialités d'avenir. Je ne savais pas à l'époque que les neurosciences allaient nous éclairer sur un concept extrêmement important et extraordinaire qu'on appelle la plasticité cérébrale. Je vais vous expliquer la plasticité cérébrale. C'est la capacité pour le cerveau à se développer tout au long de sa vie, parce qu'elle va devoir s'adapter à son environnement et à l'expérience. Le cerveau est capable de modifier ses réseaux de neurones, le cerveau est capable de modifier son architecture cérébrale, parce qu'il va devoir s'adapter tout au long de la vie, à l'environnement et aux expériences. Notre cerveau est capable de se modifier tout au long de la vie. Il le fera très très bien. Finalement, c'est quoi être intelligent? Alors, je poserai bien la question, est-ce que vous pouvez prendre 2 ou 3 secondes en vous pour répondre à cette question? C'est quoi être intelligent? Est-ce que c'est être capable de s'adapter? Est-ce que c'est être bon en mathématiques? Est-ce que c'est être capable de travailler avec les autres? Est-ce que c'est faire preuve de créativité? Il y a sans doute autant de réponses que de personnes ici. Nous avons tous notre petite idée sur le sujet. On va faire tout simple, l'alpha binaire, le père de l'échelle métrique, qui va devenir par la suite notre QI, disait avec humour. Ben, c'est tout simple, c'est ce que mesure mon test. Et pourtant, est-ce que nous sommes si loin de cette boutade? Il y a peut-être dans ces salles plein de petits garçons et de petites filles devenus grands,
qui ont eu l'impression qu'ils n'étaient pas très bons pour l'école, qu'ils n'étaient pas très intelligents, parce qu'ils n'avaient pas les codes de l'école, parce qu'ils n'avaient pas le langage ou la culture de l'école, parce qu'ils n'avaient pas appris à apprendre, parce que dyslexique ou dyscalculique, parce qu'on leur a dit ces choses terribles, que l'intelligence était innée, et que par voie de conséquence, la stupidité l'était aussi. Peut-être à cause d'une fée ou d'une sorcière présente autour de leur beaucoup de l'usure de la naissance. J'ai d'ailleurs une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'expliquerez pas aux enfants ce qu'est l'intelligence? Pourquoi est-ce qu'on ne leur explique pas qu'elle ne va pas être fixe tout au long de la vie, qu'elle va évoluer tout au long de la vie? Tous les enfants sont capables de comprendre ce qu'Alfred Jacquard, le généticien français, nous disait. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit tout au long de la vie. Ce qui voudrait nous faire croire que tout ce jeu avant 6 ans nous mente n'est pas vrai. Ce qui voudrait nous faire croire que l'intelligence va rester fixée tout au long de la vie nous mente aussi. Tous les enfants vont évoluer tout au long de la vie parce que c'est avant tout une réalité biologique. Alors évidemment, notre cerveau est dans un corps qui a lui-même un passé, présent, un futur. Il a une structure génétique qui lui est propre. Il n'est pas figé, il est unique. Quelqu'un me demandait, il n'y a pas si longtemps, si l'école favorisait la modifiabilité de l'intelligence. Évidemment que l'école participe à la modifiabilité de l'intelligence, sans doute même quand c'est sa fonction première, ou ce qui devrait être sa fonction première. Évidemment, pour apprendre bien, un enfant va gérer la connaissance. Bien sûr, la nouvelle connaissance est très importante parce que la nouvelle connaissance va venir se confronter à la connaissance que l'enfant a déjà et qui est forcément erronée. Cette confrontation de naissance va donner naissance à une nouvelle connaissance. C'est très important pour la modification de notre cerveau. Mais pour pouvoir apprendre bien, l'enfant a aussi besoin de travailler avec les autres, de collaborer avec les autres. Donc, apprendre énormément des autres pour apprendre bien, l'enfant doit aussi être motivé. Ce fameux mot. Mais je tiens à préciser les choses. La motivation est avant tout un facteur biologique. Pour apprendre bien, un enfant a aussi besoin de nouveautés. Le cerveau est extrêmement excité par la nouveauté. Et les enfants le savent bien. Mais bon, tout ça, ce sont des considérations pédagogiques. Pour apprendre bien, un enfant a surtout besoin d'être regardé. C'est important que l'enfant puisse être regardé, que l'enfant soit sûr que les adultes qui l'accompagnent sur le chemin de la vie croient en son éducabilité, en son intelligence, sans l'ombre d'un doute. C'est important parce que ce regard va déposer en lui ce qui lui tiendra chaud au cœur toute la vie, qui est capable. Un regard construit autant qu'il détruit. Pourrait-on d'ailleurs faire l'hypothèse qu'un regard plutôt malveillant puisse porter atteinte au système correctif de l'enfant? Je crois qu'on peut en faire l'hypothèse. Aucun enfant ne peut défier le regard de l'adulte qui lui laisserait croire qu'il n'est pas capable. Un enfant ne devrait pas entendre, parfois dès son plus jeune âge, en primaire, que bon, les études supérieures, ça va pas être pour lui, parce que déjà ses parents, ma foi, avant lui, ne s'en étaient pas si bien sortis que ça. Aucun enfant ne devrait entendre dès le primaire qu'il n'a pas le bon QI ou qu'il a atteint ses limites. Il y a bien de pire qu'à attendre, d'autant plus que si c'est un enfant qui a atteint ses limites, qu'est-ce qu'il y a derrière la limite? Aucun enfant ne peut défier le regard de l'adulte parce que, pour pouvoir survivre, l'enfant va se soumettre au regard de l'adulte. Il n'y a pas le choix, il n'a pas la force psychologique pour pouvoir défier le regard. En tout cas, moi, en 5 ans de carrière, je les avais vus. L'enfant capable de défier le regard de l'adulte. Nous pensons toujours qu'il y a des enfants plus ou moins intelligents. Sur quels critères? Sur des critères très ancestraux. Nous pensons toujours en voie de conséquence que du coup, il y a des enfants qui pourraient être plus ou moins doués pour l'école. Nous continuons à expliquer la difficulté scolaire par ce qu'on appelle parfois le déterminisme social.